Quelque chose d'impensable vient de se produire en Iran. La pression des États-Unis a poussé Téhéran à la table des négociations que le régime lui-même a tenté d'éviter pendant des décennies. Ce samedi 25 avril 2026, l'épicentre de la crise se trouve à Islamabad, au Pakistan, où des émissaires américains et des responsables iraniens tentent de trouver une issue à la guerre. Ce week-end est décisif. Trump veut que l'Iran remette son uranium enrichi et accepte la libre circulation du pétrole par le détroit d'Ormuz. Donald Trump a déclaré à Reuters que Téhéran prépare une offre pour tenter de répondre aux exigences américaines. La nouvelle a fait l'effet d'un choc, car le programme nucléaire n'était pas seulement une question technique pour le régime iranien. C'était un étendard politique, un levier de pression et un symbole de résistance utilisé par Téhéran depuis la révolution islamique de 1979. Je vais tout te raconter, mais pour l'instant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé, avec des informations en temps réel, dans la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité de Milson Alves. Voici ce qui se passe. Pendant des années, les gardiens de la révolution ont considéré l'enrichissement de l'uranium comme une ligne rouge. Le message était simple. L'Iran pouvait subir des sanctions, des bombardements, l'isolement et des crises, mais il ne renoncerait pas à ce qu'il appelait son droit stratégique. Aujourd'hui, ce discours se heurte à un obstacle que même Téhéran ne peut ignorer. L'économie est asphyxiée, le pétrole est bloqué, la navigation est en danger et le temps joue désormais contre le régime. L'information qui rend la situation encore plus lourde vient de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon le rapport consulté par l'Associated Press, l'Iran disposait au 13 juin 2025 de 440,9 kg d'uranium enrichi à 60%. Ce niveau reste inférieur aux 90% utilisés pour la matière de qualité militaire. Il est vu comme une brève étape technique avant d'atteindre ce niveau. L'agence a également indiqué qu'environ 42 kg de ce matériau, s'ils étaient encore plus enrichis, pourraient théoriquement suffire à fabriquer une bonne bombe atomique. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un stock symbolique. C'est un véritable atout stratégique accumulé pendant des années, désormais placé au centre d'une négociation sous pression maximale. Le tournant s'est produit parce que les États-Unis ont remplacé la logique du bombardement par celle de l'étouffement. Au lieu de compter uniquement sur des attaques contre des installations nucléaires souterraines, Washington a commencé à s'attaquer au point le plus sensible du régime, le détroit d'Ormuz. Cette combinaison a créé un double effet. Téhéran a commencé à avoir des difficultés à vendre son pétrole, mais a également commencé à ressentir le poids d'une crise qui touche la nourriture, les médicaments, les engrais, les pièces industrielles et les routes commerciales. C'est là que cela devient dévastateur pour la garde révolutionnaire. L'uranium enrichi peut servir d'instrument de menace, mais il ne remplit pas les réservoirs de carburant, ne paie pas les salaires, n'assure pas la nourriture dans les grandes villes et ne soutient pas une économie à l'arrêt. À Islamabad, la négociation montre que Téhéran essaie encore de gagner du temps. Le ministre iranien Abbas Araghchi a exprimé des réserves et a déclaré que l'Iran n'acceptera pas d'exigences maximalistes, selon une source diplomatique citée par Reuters. Même ainsi, la simple présence iranienne au Pakistan montre que la pression a fonctionné. Téhéran ne négocie pas parce qu'il est à l'aise, il négocie parce que la crise est devenue une menace directe pour la survie du système. Le gouvernement américain, de son côté, travaille avec Steve Witkoff et Jared Kushner comme envoyés de Trump, tandis que l'Iran tente d'utiliser le Pakistan comme médiateur pour éviter une conversation directe qui ressemblerait à une reddition publique. En coulisses, le problème iranien est encore plus grave. Le régime ne parle pas d'une seule voix. D'un côté, il y a le président Massoud Pezeshkian, sous la pression d'une économie affaiblie, d'une population épuisée et d'une guerre qui a déjà fermé des aéroports, bloqué des routes et semé la peur. De l'autre côté, il y a Ahmad Vahid, commandant de la garde révolutionnaire, désigné par des analyses récentes comme l'homme qui a gagné en influence au sein de la structure du pouvoir et qui a poussé le régime vers une position plus dure. Le Critical Threats Project a rapporté le 24 avril que Vahid et son cercle ont bloqué les tentatives de Mohamed Bagher Ghalibaf et d'autres figures pragmatiques de faire avancer Téhéran. Ce sont les principaux dirigeants. Économie, économie. Cette fracture interne aide à expliquer pourquoi la situation est si dangereuse.
Pour Pezeshkin et les pragmatiques, céder une partie du programme nucléaire peut être humiliant, mais cela permet tout de même de préserver le régime. Pour la garde révolutionnaire, accepter cette concession détruit le récit de force qui a soutenu son autorité pendant des décennies. L'organisation contrôle des secteurs de l'économie, influence la sécurité, pèse sur la politique et soutient des groupes alliés au Moyen-Orient. L'Iran recule maintenant. La question qui résonne à Téhéran est inévitable. À quoi ont servi tant de sacrifices, tant de répression et tant de promesses de résistance? Reuters a également rapporté que Donald Trump a exprimé des doutes sur qui dirige réellement l'Iran en ce moment. Lorsqu'on lui a demandé avec qui Washington négociait, il a simplement répondu que les États-Unis traitaient avec les personnes qui sont actuellement aux commandes. Cette phrase a du poids, car elle suggère que la Maison-Blanche perçoit une véritable division au sein de la direction iranienne. Et lorsqu'une puissance extérieure remarque que son adversaire est divisé de l'intérieur, chaque mouvement de pression gagne en force. Le détroit d'Ormuz est devenu le théâtre de ce bras de fer, et la France est aussi entrée dans le débat. Emmanuel Macron a déclaré ce samedi qu'il travaille pour la réouverture complète du passage dans les prochains jours ou semaines, avec la liberté de navigation et le respect du droit international. Le même reportage de Reuters a cité l'avertissement du chef de Total Energies, Patrick Pouyanné, selon lequel une interruption prolongée pourrait entraîner une pénurie d'énergie dans le monde, surtout en Asie. Il a rappelé qu'environ 1/5 du pétrole et du gaz de la planète transitent par Ormuz. L'Agence internationale de l'énergie atomique indique que ce stock existe, qu'il est important et qu'il doit être vérifié. La distance entre l'annonce, la proposition et la réalisation peut encore être énorme. Et c'est précisément dans cet espace que la garde révolutionnaire peut essayer de retarder, de cacher, de négocier par étapes ou d'utiliser ce sujet pour obtenir des concessions. Malgré cela, la pression a déjà changé la donne. Pendant des années, la question était de savoir si l'Iran s'approcherait trop d'une arme nucléaire. Maintenant, la question est de savoir si le régime peut survivre au prix à payer pour maintenir cette ambition. Le blocus dans le détroit d'Ormuz a transformé un débat technique en une crise de survie. L'uranium, qui semblait auparavant être un bouclier, est maintenant devenu un fardeau. Israël suit tout cela avec la plus grande attention. Le retrait vérifiable de l'uranium enrichi réduirait la principale crainte stratégique d'Israël de ces dernières années. Les nations du Golfe observent également la situation avec soulagement et prudence, car elles savent qu'un Iran affaibli peut reculer lors des négociations. Mais il peut aussi agir de façon imprévisible, si la garde révolutionnaire décide de transformer l'humiliation en escalade. Au final, les États-Unis ont placé l'Iran devant un choix douloureux. Le régime a parié pendant des décennies que son uranium et sa position géographique suffiraient à intimider ses adversaires. Désormais, ces deux atouts se retournent contre lui et le mettent sous pression. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour t'engager davantage avec la communauté Milson Alves. À la prochaine.